C'est une banalité de dire aujourd'hui, tout le monde en est conscient, que nous formons un corps social qui a des organismes, qui a une vie qui lui est propre. Tout le monde maintenant a pris conscience de cette réalité de biologie collective. Pour l'illustrer, je vous ai déjà proposé un graphisme que je trouve assez étonnant parce que je pense qu'il va plus loin que les intentions de son auteur. Du moins, j'imagine, parce qu'il n'a pas pu penser à tout. Vous voyez, c'est une réclame banale qui est d'un dessin d'un individu qui, lorsqu'on y regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'il est fait de lui-même. C'est-à-dire qu'il est composé d'êtres humains. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un trait qui compose ce visage, ce corps d'homme, sinon des individus, hommes et femmes. C'est la meilleure illustration qu'on peut avoir du corps social, de l'aventure humaine dans laquelle nous sommes embarqués. Je vous aurais dit ça au siècle passé, personne n'aurait compris, on n'en avait pas pris conscience. On pensait que l'homme, l'individu, était le terme de l'évolution. Après, il n'y avait plus que l'éternité, on avait des comptes à rendre à son créateur. Peut-être, il y avait un génie dont on a parlé tout à l'heure, incidemment, qui s'appelait Auguste Comte. Actuellement, on ne l'étudie plus beaucoup parce qu'il est un peu marginal, mais je crois qu'il y aurait intérêt à retrouver ses intuitions. Lui, il avait soupçonné que l'évolution ne s'arrête pas à l'individu humain qui n'a plus qu'à rendre des comptes à son créateur, mais qu'il y avait une collectivité qui était le dernier échelon, degré de l'évolution, et qu'il a mal accouché, cet individu. Mais ça, c'est un autre problème. Pour le moment, nous essayons de parler de cet individu que nous formons tous à notre insu. Ce qu'on veut essayer de faire maintenant, c'est à notre su. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour se rendre compte des interactions entre lui et nous. Lui, c'est nous, si vous voulez. Pas tout à fait. Il a une autonomie qui nous dépasse. On a déjà vu, alors dans les cours précédents, que cet individu collectif, il était fait d'hommes et de femmes. Si vous regardez, vous pourrez le regarder à la loupe, il y a autant d'hommes que de femmes. Et pourtant, lui est un homme. C'est aussi vrai dans les collectivités humaines. Elles sont masculines. On verra comment, puisqu'en fait, il a des émors féminins. La deuxième leçon, c'est qu'on a vu que fatalement, ces collectivités humaines, elles céphalisent. La céphalisation, qui vient du mot képhalé en grec, qui veut dire la tête, elles se donnent une tête. Mais non seulement de commandement, c'est banal, évidemment. Tout groupe humain, il a un chef, qui veut dire caput, du mot latin qui veut dire la tête. Mais il en a les propriétés physiologiques, c'est-à-dire que quand cette tête est prise d'une fièvre, c'est tout le corps qui est paralysé, comme on l'a vu pour mai 68. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau. J'aimerais que vous puissiez bien regarder, si vous avez bonne vue, que tous ces individus regardent tous à gauche, ou à droite, ça dépend où vous vous mettez, si vous vous mettez parmi eux. Mais lui, il regarde à droite. Je ne sais pas si le graphiste a réfléchi aux conséquences. Je crois qu'il était dépassé par sa découverte, par son génie. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est que nous pensons à gauche ou à droite. C'est ce que veut dire être de droite ou de gauche. C'est des valeurs différentes. La gauche n'a pas les mêmes optiques, le même regard sur la réalité que la droite. Alors, ce qui est assez étrange, et il l'a mis d'instinct, c'est que l'individu collectif regarde dans une direction opposée. Et ce phénomène du divorce entre la pensée collective et la pensée individuelle, illustrée par simplement cette direction de pensée différente, ça s'appelle la pensée unique. En d'autres termes, chacun des individus qui composent cette collectivité a des pensées qui sont différentes et même souvent opposées à celles de l'ensemble. Vous direz, c'est pas possible, puisque l'ensemble, il est fait de nos pensées. Eh bien non. C'est ça qui est étrange. C'est un phénomène spécifique
qu'il faudra analyser, parce qu'en philosophie, chaque fois qu'il y a une spécificité, c'est-à-dire quelque chose est différent du reste, il y a un objet nouveau. Cette pensée unique, nous la subissons, nous la voyons tous les jours. Je vais vous en parler aujourd'hui, mais peut-être que dans 1 mois, 6 mois, 1 année, 10 ans, si Dieu nous prête vie, j'y reviendrai, parce qu'il y aura eu d'autres événements qui l'auront marqué. Mais d'abord, je vais vous en donner une autre image que ce graphisme que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup servi et beaucoup frappé. Quelque chose d'assez semblable. Est-ce que vous avez déjà vu en automne des étourneaux qui se préparent à partir sur les rives de la Méditerranée? Je ne sais pas s'ils vont de l'autre côté, mais enfin, ils émigrent. Alors, vous avez ce phénomène extraordinaire. Il faut être logé assez haut pour voir le phénomène. Si vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne le verrez pas. Mais grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, je suis au sommet d'une pyramide immobilière qui fait que chaque année, chaque automne, j'assiste à cet événement tout à fait étrange, hein, de véritables nuées d'étourneaux. Mais quand ça passe sur la maison, ça l'obscurcit, c'est-à-dire ça fait un voile de nuages entre le ciel, le soleil et nous. Alors, je suis très frappé par le phénomène que les scientifiques ne savent pas expliquer. C'est le changement de direction de ces nuages qui n'ont pas de leader. Ça, notez bien, hein, il n'y a pas de leader. On a essayé d'imaginer qu'il y en a un qui s'impose, qui donne la direction, mais pas du tout. Alors, vous avez ce nuage qui arrive à une vitesse extraordinaire, du reste. Il arrive et tout comme stop, il change de direction, il change de direction. Des fois, il fait une séparation, puis après, ils se rejoignent. Alors, c'est hallucinant comme spectacle, parce qu'ils prennent la moitié de la ville pour faire leur pirouette, c'est vraiment une danse, c'est une chorégraphie extraordinaire. Mais je me suis appliqué alors, particulièrement cette année, à essayer de deviner quel était le mot de passe, parce que du premier au dernier, évidemment, ils n'avancent pas de front, et puis même s'ils avancent de front, il y en a ceux qui sont derrière, évidemment. Comment ils arrivent à se communiquer dans la fraction de seconde, qui changent de direction, qui repartent, qui reviennent? Impossible, on ne le sait pas. Il y a un peu la même chose chez les poissons, paraît-il. Là, on pourrait à la rigueur chez les poissons penser qu'il y a un léger frémissement de pression, admettons. Là, c'est difficile à imaginer, parce que l'air, bon, il est ce qu'il est, mais il ne peut pas y avoir des différences de pression au sens qu'ils sont tous incommodés par l'oreille interne, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un message collectif. D'autant plus que souvent, ils n'interprètent pas de la même manière. Il y a une dissidence, une dissociation, et qui reprend après. À ce propos, du reste, il y a une phrase qui n'est pas tout à fait en rapport avec ce que je vous dis, mais qui me revient à l'esprit. J'ai trouvé dernièrement une expression d'un poète, je ne sais pas si c'est Francis Jammes, enfin c'est un poète assez connu, qui disait que les étourneaux, ou les oiseaux, enfin les étourneaux, quand en automne, ils font frire les arbres. Et c'est assez vrai parce que quand on passe, ne serait-ce qu'à Saint-François, vers la soirée, quand ils ont fini leur rassemblement avant de partir, qui sont sur les arbres, on entend vraiment une friture des arbres, parce que, et puis ils annoncent la neige en plus, parce qu'il y a de la mer blanche qui tombe. Fermons la parenthèse. Alors, reprenons notre image. Vous avez une collectivité d'individus qui semblent se donner le mot, c'est-à-dire qu'ils se communiquent quelque chose avec une unanimité absolument parfaite, et surtout qui changent de direction. On se demande pourquoi. Ils pourraient continuer, c'est-à-dire faire un circuit à peu près cohérent, ou alors amorcer le voyage, mais pas du tout. C'est exactement la même chose dans les collectivités humaines, sur un autre plan. C'est-à-dire, vous avez non seulement le phénomène de collectivisation de la pensée, ce qu'on appelle la pensée unique, mais, et je vais vous le montrer, des changements radicaux à 180 degrés de l'idéologie précédente, assez rapide du reste, qui se fait en quelques mois souvent, en moins d'une année, ce qui est très court. À l'échelle où nous parlons, c'est quand même d'une collectivité qui est limitée à toute une
civilisations, admettons l'Occident par exemple, les pays, ce qu'on appelle l'Occident, les pays de la culture judéo-chrétienne dans laquelle nous sommes, c'est quand même un sacré bout de terrain. Hein. Eh bien, vous avez ce phénomène où des vérités tout à coup s'imposent, on se demande qui commence, il n'y a pas de leader. Et quelques années après, mais c'est quand même bref à l'échelle humaine, vous avez un renversement, on dit le contraire de ce qu'on a dit avant. Je vais vous donner un exemple où c'est en 30 ans, on a viré sa cutie et on dit aujourd'hui, collectivement, exactement le contraire de ce qu'on a dit avant, et tout le monde marche. Je vais quand même vous donner une phrase qui illustre un peu ce propos, parce qu'on trouve très peu de littérature sur ce phénomène. Quand on est là, on est dans la philosophie inventive et prospective, parce que dans Aristote, il n'y a rien, dans Platon non plus, Descartes, on n'en parle pas. Je ne sais pas de qui elle est. Elle est d'un auteur, je crois, classique pourtant. Qu'est-ce qu'une pensée neuve, originale, brillante, celle qui éblouit tout le monde? C'est une pensée qui a dû venir à tout le monde et que quelqu'un s'avise un jour d'exprimer. C'est le phénomène des étourneaux. On croit tout à coup, vous avez eu ce phénomène après 68 d'un docteur Herbert Marcuse, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, mais moi je l'ai vécu en direct, qui a prononcé un mot après 1068 où on n'avait plus ses repères, on ne savait plus où ça allait, le vieux monde avait croulé, les institutions traditionnelles étaient bancales, et tout à coup il y a un mot qui a passé d'un bout à l'autre de la planète, et tout le monde s'y est reconnu, c'est société de consommation. On n'avait jamais entendu cette expression. Et tout le monde a frémi, comme un frémissement des tourneaux sur un arbre, s'est dit, voilà, c'est vrai. Nous sommes une société de consommation. C'est tout ce qu'on sait faire. Et on a épilogué. Je me dis, mais réfléchissons. Ce n'est pas possible que quelqu'un ait inventé un concept. Alors, quand on invente quelque chose, il faut des années, sinon des siècles, pour que ça passe dans la collectivité. C'est long, parce que c'est paresseux, une collectivité. C'est donc que tout le monde l'avait déjà, ce sentiment, mais ne savait pas l'exprimer. Une sorte de malaise collectif. C'est tout ce qu'on sait faire, c'est de s'alimenter. Société de consommation. Ça a été le cristallisateur. Et tout à coup, c'est dit, voilà. Et le Marcuse en question a été invité dans le monde entier, je me rappelle, il allait d'université en université, surtout américaine, pour faire des conférences. Je ne l'ai pas entendu, ça m'a suffi parce que le phénomène était déjà assez spectaculaire. Alors, si vous le voulez, maintenant, je m'en vais vous montrer par des faits un revirement, exactement comme les étourneaux, qui change à 180 degrés, de notre idéologie traditionnelle. Vous savez qu'avec la révolution culturelle de mai 68, on a mis à bas, d'une manière assez jubilatoire, ça n'a pas été dramatique, mais enfin ça a été assez violent quand même, de tout l'édifice idéologique antérieur, c'est-à-dire c'était fini l'autorité de quelque nature qu'elle soit, la morale, on n'en parle pas, la pudeur, la sexualité, il y avait même des exercices pratiques en Sorbonne. Quand je dis pratique, je dis pratique, c'est-à-dire concret, où on essayait vraiment de montrer que tout ça c'était des préjugés, il fallait obéir à la nature, c'était l'instinct qui était le seul roi. On a vécu là dans une période absolument délirante, c'était extraordinaire, idéologique, puis en même temps pratique, comme je vous le dis, dont on est resté héritier pendant, en tout cas, 30 ans, c'est-à-dire on a vécu de cet héritage. L'éducation des enfants, des jeunes, je m'en souviens, impossible de dicter une loi morale à partir de mai 68, mais on aurait été la chercher où d'abord? On ne pouvait plus la formuler. Il n'y avait plus qu'un slogan, c'était la liberté. Fais ce que veut, comme disait Montaigne ou Rabelais. Essayer de montrer qu'il y avait quand même, malgré tout, dans l'édifice culturel occidental, des paramètres, des repères, mais
On n'aurait même pas pu les formuler. J'ai vécu les deux périodes, j'ai vécu avant mai 68, comme professeur avec des élèves, chez qui ça allait de soi que pouvaient invoquer quand même certaines traditions. Mais après, ça devenait du langage inintelligible. On ne savait pas de quoi on parlait. Or, on aurait pu dire, bon, tant mieux, parce qu'on avait été quand même un tout petit peu corseté par la morale traditionnelle, judéo-chrétienne, le péché. On confessait à l'époque, les gens allaient encore se confesser. Vous imaginez, depuis mai 68, si on va se confesser, je parle des bons catholiques. Or, nous assistons maintenant, c'est-à-dire, c'est pas. J'aurais peut-être pas pu vous faire ce cours au début de l'année, et nous sommes à la fin mai 99. Les articles dont je vais vous faire état sont du mois d'avril, il y a du plus récent. Renversement complet de la vapeur. Ce magazine, source d'information comme une autre, ce n'est pas un traité de philosophie. C'est mieux qu'un traité de philosophie. Parce que c'est l'ère du temps. Et c'est un air du temps assez représentatif, c'est le Nouvel Observateur qui est d'une gauche modérée, c'est-à-dire qui n'est pas outrancier, qui n'est en tout cas pas de connivence ni d'indulgence pour la droite, surtout pas l'extrême droite. Se met à écrire des articles, faut-il être réac de gauche? Alors le mot réac, qu'est-ce qu'on l'a entendu? À peine que vous sortiez un argument en faveur d'une valeur traditionnelle, même les plus éprouvées, on était réac. C'était complètement ridicule. C'était l'héritage complètement sclérosé du passé. Or, c'est à tomber par terre d'étonnement, sinon de rire, parce que c'est pas drôle. La famille redevient un môle, c'est ce que ça veut dire dans la mer, hein, d'humanisation et de résistance à la barbarie solipsiste. J'explique parce que ça reste quand même du domaine un petit peu technique. La famille, ça vous avez compris, elle reste un môle de résistance, c'est-à-dire un barrage contre la théorie solipsiste. Solipsiste, solus ipse, deux mots latins pour dire moi seul. Seul moi. À mai 68, l'individu s'est trouvé vertigineusement, certains en ont perdu un peu la boule, référé à lui-même. C'était peut-être pas mauvais. C'est là qu'on a découvert le New Age et puis ces spiritualités plus ou moins orientales qui mettent l'accent sur l'expérience subjective, même si elles sont communautaires, mais la communauté n'était qu'un assentiment un peu mou, collectif. Mais peut-être que l'individu avait été un peu trop négligé dans ses exigences qui font qu'il mérite d'être respecté. Regardez la morale. Avant, elle condamnait sans recours. Après 1968, on s'est dit, bon, divorcer, c'est mal, mais si quelqu'un en conscience veut malgré tout revenir à la table de la communion pour les catholiques, qu'il le fasse. C'est son problème. Donc, on faisait une distinction entre une loi morale, avant on réduisait tout à la science morale, à la collectivité morale. C'est-à-dire il n'y avait pas de possibilité de réintégrer la communauté. De même pour l'avortement. Il reste condamné, mais l'individu reste seul juge. Ça paraissait quand même, disons, évident. Ça nous paraît quand même évident. C'était la vie, la mienne. Encore que là, on mettait la vie d'un autre en cause. Mais d'autres exemples, l'euthanasie. Or, on fait un retour 180 degrés aujourd'hui. Donc c'est tout récent que vous allez assister en direct. Vous verrez d'autres documents. Je pourrais multiplier l'exemple, dit le journaliste. Il cite alors Ehrenberg, Régis Debray, dont vous avez entendu parler ces jours. Les noms que j'ai cités ont ceci de commun que sous des formes propres à chacun, ce sont là des gens qui sont et qui ont toujours été de gauche. Que la droite soit réac, c'est son rôle. Elle a toujours été un peu crispée sur les traditions, sur les valeurs traditionnelles. C'est vrai, et c'est pas sans mérite du reste, c'est vrai. Et la gauche a toujours, et c'est pas sans mérite, c'est son rôle, de dire, écoutez, sortons un peu des ornières, soyons un peu plus inventifs, et proclamons le mouvement. La droite, c'était plus ou moins stable, et il y a des valeurs stables. Et la gauche, c'était
c'est le contraire maintenant. Hein. Alors, ils sont tous de gauche. Tous, à leur manière, déclarent que le changement n'est pas le progrès. Ah, première nouvelle, ça c'était la droite qui le disait. C'est pas parce qu'une chose change qu'elle est nécessairement bonne. Ah, pour la gauche, oui. Évidemment, en 1968, il fallait tout bazarder, puis après on verrait, on réinvente. De toute façon, il faut bouger, il faut sortir de cette sclérose. Et qu'il peut même constituer une décadence. Donc à gauche maintenant, parce que c'est toutes des gens, c'est la pensée commune, mais de gauche, le changement peut être une décadence. Ah, première nouvelle, alors ça, on ne le savait pas, la décadence. Mais c'est un terme de droite, ça. Vous voyez le bonhomme dont je vous ai montré l'image tout à l'heure. On a l'impression que le bonhomme collectif, il a regardé à gauche, avant il regardait à droite, et puis les individus qui sont de nous, ils regardent à droite alors qu'ils regardaient à gauche, et inversement. C'est assez bizarre quand même. Tous proclament, en outre, que l'instantanéité de l'existence individuelle, le fait d'être réduit aux valeurs qui me sont propres, exclusivement voué aux stimulants du plaisir, sexuel en particulier, aux incitations de la consommation mercantile, société de consommation, et aux caprices du moment, est un véritable recul de la civilisation. Ah, moi, j'y trouve mon lait, hein, parce que moi, je suis plutôt de droite, je dois vous en faire la confidence. Enfin, vous en étiez déjà aperçu. Un homme de droite qui se surveille, parce que je connais trop les dangers, les dérives de la droite et de la gauche. Si j'étais de gauche, je me surveillerais du coin de l'œil aussi pour faire attention. Hein. Un accusé symbolique, donc c'est eux qui parlent, c'est pas moi. Hein. Mai 68. J'osais pas le dire, mais on condamne mai 68. En mai 68, 69, 70, il ne fallait pas encore donner mai 68, sinon vous étiez un vieux ringard qui n'y comprend rien, vous étiez éjecté du train de l'histoire. Car presque tous s'accordent à penser qu'il s'est produit au détour des années 70, 68, 69, 70, un véritable rebroussement du cours normal de la civilisation. Ils y vont fort. Hein. Moi, j'aurais pas osé dire. Même aujourd'hui, j'aurais été plus modeste. Ou, si l'on préfère, je préfère pas, hein, une entrée dans la barbarie moderne. Ouais, je les laisse dire, c'est tous des gens de gauche. Ils ont viré leur cutie, hein, surtout Régis Debray, qui est quand même parti faire la révolution de gauche avec Che Guevara, je crois qu'il était emprisonné en Amérique du Sud. C'est pas tellement de droite hein, ce qu'il faisait. C'était contre l'établissement. Le plus éloquent, bon, il donne des exemples, bon, mais j'abrège. On pourrait en somme parler à propos de mai 68 d'un nietzschéisme vulgaire. De nouveau, c'est un des porte-paroles. Revanche de la force sur le droit, du culte du moi sur la démocratie. Donc le brave petit pépère qui s'appelait Charles de Gaulle, qu'on avait voulu démissionner, la Chanly, c'est lui, il avait peut-être raison, hein, mais on l'a déboulonné, la figure du père a été vraiment mise à mal, alors vraiment on n'en voulait plus. Oui, les 30 dernières années resteront dans l'histoire moderne comme une revanche de l'animalité sur la civilisation, sur la civilité. Voyez le sport qui impose ses règles, sa symbolique, ses enjeux. Voyez comment ce culte du corps a fini par déboucher sur une véritable complaisance à la violence dont la télévision est l'institutrice et la vie quotidienne le champ d'expérimentation. Encore une phrase. Mission Bell, un auteur, en fin de ses études, cette construction multiséculaire d'un art de vivre ensemble s'est brusquement effondrée autour des années 70. Il y a eu là un cataclysme de civilisation. Avant, il y avait un consensus, peut-être le mot patrie, maintenant qui fait rire, avait encore cours. On disait, mais enfin, c'est quand même mon pays, ma patrie. Et on la servait. Rappelez-vous, Kennedy, qui sans rire avait dit « Il n'est pas temps de demander ce que le pays peut faire pour vous que ce que vous pouvez faire pour votre pays. » On était avant mai 68, on était en 62, je crois, quand il a fait son serment d'investiture. Ça n'a pas fait rire. Maintenant, mais les gens ne veulent plus servir le pays, servir la patrie, la famille peut-être. Elle revient, mais vous verrez que ça va revenir, le pays, avec ce qui se passe actuellement. Ensuite, quant au culte de la jeunesse, au jeunisme, on voit bien ce qu'il doit à la revanche d'une biologique sur l'intellectuel. C'est-à-dire que j'espère qu'on va en revenir de cette espèce, disons,
de culte de la jeunesse, quand les vieux veulent faire les jeunes, veulent rester jeunes, ce que je ne supporte pas. Je vous l'ai déjà dit dans un autre contexte. Alors maintenant, je vais prendre mon analyse d'une manière plus précise et plus proche de nous, c'est-à-dire dans notre société. Ça, c'est la France, c'est l'Europe. Mais moi, je vais vous parler d'un article qui est apparu dans l'hebdo il y a 3 semaines, qui reprend les mêmes thèmes, mais alors à notre portée, c'est-à-dire chez nous, avec notre langage. Intéressant. Ça m'a fait bien rire. Moi, je dois dire que, non, vous verrez tout à l'heure que je suis très mécontent malgré tout. Mais évidemment, j'aime mieux qu'on dise ça plutôt que ce que j'ai entendu avant, parce que j'avais à l'époque de mai 68, je venais de débarquer dans le studio Aquino pour essayer de penser mon époque. Et j'avais écrit à l'époque un livre qui s'appelle Deus et Sexus, en 68, hein, donc en pleine révolution culturelle. Un livre qui n'a jamais vu le jour, tant mieux pour les lecteurs, mais qui reprenait, alors à l'époque, les slogans libertaires et libéralisateurs à rebrousse-poil, qui, si on le lisait aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait que je le propose à un éditeur, et puis dire, ah oui, alors ça tout à fait, les gens vont trouver ça tout à fait, vont boire du petit lait, parce que je disais le contraire de ce qu'on disait à l'époque sur la sexualité. Je montrais à quel point on prenait le problème à rebrousse-poil, on allait à la catastrophe. J'étais prémonitoire, je dois me rendre cette justice. Hein. Alors évidemment, ça me fait rigoler maintenant. Je dis, mais vous dites ce que j'avais dit il y a 30 ans. Donc je mériterais quand même quelques considérations de la part de mes concitoyens. Mais je ne revendique rien du tout. Vous verrez dans mes papiers quand je serai mort qu'il y a un livre qui s'appelle Deus et Sexus. Je l'avais rendu un hommage à Henry Miller, qui venait de sortir son Sexus, interdit en Amérique du reste, et que j'avais trouvé assez formidable au point de vue littérature. C'était assez extraordinaire, d'une crudité, mais qui devenait saine. C'était presque du Rabelais, mais à l'état pur. C'était cochon, mais au-delà du cochon, c'est-à-dire ça en devenait assez beau. Je suis obligé de le dire. Je l'avais prêté à l'époque à un ami qui était alors, lui, plus concerné par la pratique de ces choses, et qui avait été choqué. Lui, il ne se refusait rien dans ce domaine. Hein. Et c'est un gros livre que je dois avoir encore, c'est bien 800 pages, que j'avais beaucoup aimé, moi, mais comme célébration de la chair, mais sans entrave, c'est la littérature. Il ne disait pas qu'il fallait le faire, du reste, il était assez malheureux dans ce livre, on sentait. C'était un homme, malgré tout, perturbé. Et mon ami, qui lui pratiquait ces choses, m'avait déchiqueté mon livre, presque, il me l'avait rendu complètement déponné, il m'a dit, je l'ai jeté à travers la chambre, c'est dégueulasse. Je dis, mais pour les purs, tout est pur, je pensais à moi, et pour les impurs, tout est impur, alors c'est le monde à l'envers, c'est toi qui auras dû trouver ton petit lait, puis moi, m'en offusqué, c'est quand même le monde à l'envers, c'est là que j'ai compris. Hein. Pour les purs, tout est pur, c'est de Saint Paul, mais pour les impurs, tout est impur, c'est de moi. Alors, je vous lis. Ça s'appelle La nouvelle pudeur familiale, donc c'est tout récent, donc. Que vous sachiez, maintenant que vous avez élevé votre progéniture, peut-être que vous avez fait quelques petites erreurs, mais pas grave. Alors, je me marre, parce qu'il va encore plus loin que moi, c'est-à-dire que je n'irai pas jusque-là. D'abord, le psychiatre Maurice Urny sonne l'alerte. Les parents d'aujourd'hui sont trop exhibitionnistes et érotisés aux yeux des petits. Zut alors, et les bains avec bébé. Bon, d'accord. Ça, on pourrait discuter. Mais ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que la première estocade est portée à cette coutume que je trouve, moi, personnellement, ridicule, qui s'appelle se donner la bise. Je me surveille parce que je ne suis pas bon juge dans ce domaine. Moi, je serais plutôt réticent. Je ne crois pas incarner un juste usage d'une coutume qui est bonne, mais qui devient mauvaise, comme toujours, lorsqu'elle dégénère. Alors, il donne des exemples. On commence à se dire, est-ce qu'on ne s'est pas fait piéger avec cette histoire? Alors, vous avez un bisou mal placé, vous avez des jeunes qui ont écrit, des parents aussi, que notre fille prend des leçons de musique chez un jeune professeur qui, chaque fois, insiste pour lui faire la bise. C'est pas méchant, donc, il ne veut pas. Bon, mais il lui fait la bise.
Elle ressent cette marque d'affection comme une intrusion dans sa sphère privée. Maintenant, on ose écrire ça. Mais il y a une année ou deux, on n'aurait pas osé. On dit, ben, c'est eux qui ont tort. Le corps, on n'est plus des esprits purs, on est fraternel et tout ça. Je dis non. Il y a un juste équilibre. Et on avait, en certains cas, dépassé la mesure. Quand je vois à la sortie d'une église un curé qui donne la bise à ses ouailles, surtout féminines, je dis, c'est pas juste. Dans le domaine professionnel, c'est faux. On n'a pas à donner la bise. C'est pas érotique. C'est bête. Ben, on est piégé. Il faut la donner 3 fois. Hein, parce que j'ai même, dans une famille, une de mes nièces m'a dit, ah non, c'est 4 chez nous. J'ai dit, tu parles, c'est la dernière fois, hein, parce que je me suis laissé piéger. J'ai dit, non, moi, c'est pas mon genre. Bon, maintenant, il me supporte. Mais là, j'ai trouvé admirable, il y a un article, les parades à la bise. On vous dit ce qu'il faut faire si vous ne la voulez pas. On en est là, je dis quand même. Alors, quand on voit arriver le danger, hein, il faut vite tendre la main, comme ça, le vôtre, il ne vous saute pas à la figure. Quand il n'a pas à le faire, c'est évident que dans ma famille, je le fais. Dans ma famille adoptive, je le fais, mais c'est tout naturel. Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de le faire dans le contexte amical ou professionnel, encore moins. Là, je crois qu'on a dépassé la mesure. Alors, il vous donne maintenant des parades. Il faut tendre la main à toute vitesse. Laisser faire sans rien dire. Bon, si vous voulez, ouais. Dire arrêtez, je n'aime pas ça. Là, ça risque de mal tourner. Expliquer qu'on n'aime pas les bises. Alors, on explique. Bien des gens sont capables de respecter les sentiments des autres pour autant qu'on les y rende attentifs. On vous donne des trucs. C'est pas grave. On peut continuer, c'est pas grave. C'est symptomatique, tout simplement. C'est les étourneaux qui, tout à coup, se sont, pas encore tous, mais peut-être dans 6 mois, on dira, mais non, arrêtons, c'est ridicule, sauf dans la sphère privée. Mais on voit très bien où elle est, la sphère privée. Il y a un article, du reste, que j'aime beaucoup, Ne me bisez pas, de Renata Libal, qui écrit aussi dans l'Hebdo, parce qu'alors elle a des formules qui sont extraordinaires, sur l'effroyable calvaire de la bise obligatoire. Voilà, tous les termes y sont. Quand elle est obligatoire, quand c'est une convention, on arrive chez des gens qu'on connaît plus ou moins, et puis il faut faire le tour de la table parce qu'on est en retard. Heureusement pour Micheline, elle n'a pas eu besoin de passer sur tout le monde. C'est ridicule. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Hein. On peut. Moi, je suis mal placé parce que je suis plutôt. L'excès inverse. Je suis plutôt. Bon, c'est pas grave. Je vous lis juste ce qu'ils disent. Nous vivons dans une idéologie du tout toucher, c'est-à-dire que maintenant il faut tout toucher. Et avec les gosses, je crois qu'il ne faut pas, il faut respecter. Bien sûr, une petite caresse, on peut donner, mais il faut faire très attention. Je ne pense pas qu'ils aiment, pas tous, ça dépend. De la part de qui? Les parents, d'accord. On est dans une idéologie du tout toucher depuis que nous avons découvert avec émerveillement comment les gens du Sud s'étreignent. Ah oui, c'est une autre culture, c'est vrai. Les anglo-saxons aussi se font des trucs. Bon, pourquoi pas. Alors nous aussi, frustrés du Nord, nous nous sommes mis à masser nos enfants, à nous enlacer, nous bécoter, quitte à nous forcer. Or, en tant que parent, il vaut mieux être un authentique glaçon. Je me suis reconnu. Si telle est notre nature, ah voilà, si c'est ma nature, qu'un faux chaleureux. Cela crée un flou. Alors, quand on est un glaçon, qu'on reste un glaçon. Et puis quand on est chaleureux, qu'on reste chaleureux. C'est des fois où ça passe. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. C'est beaucoup plus important alors. C'est qu'on avait passé la ligne rouge depuis longtemps, alors je crois, en éducation familiale. Je crois qu'il y avait un coup de barre à donner. Et là, il l'explique, la nudité en famille, je crois que ça a été une erreur. Il y a un autre exemple. Vous en penserez ce que vous voulez. Hein. En tout cas, on pourra en discuter. Mais moi, j'ai toujours trouvé absurde de mettre un nourrisson sur le ventre dans son berceau. Je n'y connaissais rien, je me suis tu, je dis tais-toi, tu es philosophe, tu n'es pas un pédiatre, ils savent mieux que toi. Mais quand on a viré sa cutis, on s'est rendu compte que ça faisait des morts subites du nourrisson, j'ai dit... Je n'ai pas attendu que le verdict tombe, j'ai dit, alors j'espère qu'on arrêtera cette connerie, hein, parce que
Ça me paraît l'évidence même qu'on respire moins bien quand on est sur le ventre avec la tête courbée comme ça, qu'on ne peut même pas la tourner quand on est petit, et puis qu'on va y perdre le souffle. Alors maintenant, on ne le fait plus. Hein. Mais vous auriez dit ça à une maman à l'époque, il y a encore 5 ou 6 ans. D'abord, il eût été très maladroit de le dire, parce qu'elle vous a dit, dis donc, elle vous renvoie à vos chères études. Elle vous dit, dis donc, c'est le pédiatre qui me l'a dit, et c'était une vérité. Voilà, de nouveau. Alors, on avait... Mais là, ce n'est pas collectif. Oui, on était influencé. Là, c'est collectif. C'est-à-dire, on avait pris des libertés avec la pudeur qu'on croyait être un fait culturel. C'était le judéo-christianisme qui nous avait fait honte du corps, et alors il fallait faire briser cette... Combien de fois j'ai entendu cette imbécilité du judéo-christianisme fait culturel. Ça n'est pas culturel, c'est naturel. Il y a une pudeur naturelle dans la nature humaine. Pas chez l'animal, il a une autre nature que nous. Mais nous sommes une dualité de nature. Nous sommes corps et esprit. Il y a une partie de nous qui proteste contre le fait d'être assimilé à mon corps. On le sent très bien. Les enfants le sentent très bien. Et je connais des familles qui ont fait du nudisme collectif, maintenant je te garantis qu'ils font de la machine arrière, mais c'est un peu tard, hein. Ça a été fait. Je ne dis pas que c'est irréversible, on n'en meurt pas, mais je crois que ça a été une erreur. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'étais encore plus libéral dans Deus et Sexus, le livre qui paraîtra quand je serai mort, mon livre posthume. Si beaucoup l'admettent comme une agréable et douce récréation occasionnelle, le bien en commun des papas et des mamans avec le bébé, avec l'enfant, plus personne ne le conseille. J'aimerais bien. Pour des raisons diverses, les organes des parents seraient trop impressionnants. Bon, c'est une mauvaise raison. Le corps à corps créerait un état d'excitation, de tension exagérée. Mais non, c'est pas là, c'est une question de pudeur. Les uns conseillent d'arrêter avant 1 an. Il faut arrêter tout de suite. Prise de conscience des corps, les autres admettent la pratique jusqu'à 4-5 ans. Ce sont des inconscients. Mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Je ne verrai pas pourquoi on ne respecterait pas même le corps d'un bébé. Puisqu'on parle de traumatisme avant 1 an, alors il peut y en avoir là, c'est peut-être pas grave. On peut en discuter, mais on se trompe moins en étant plus prudent. Qui ne veut pas dire pudibond, qui veut dire simplement respectueux du corps. C'est fou ce que les gosses sont pudiques naturellement, hein, même quand on croit qu'ils n'ont pas encore découvert certaines choses. Je vous ferai des photocopies du texte si vous voulez. Discussion sur la sexualité, mains professionnels déplorent qu'au nom de la transparence, les parents imposent à leurs enfants des détails crus que ces derniers n'ont pas envie d'entendre. Le spermatozoïde qui cherche l'ovule, des enfants de 4 ou 5 ans, moi ça m'a toujours horripilé. Maintenant, je vais vous dire une chose très grave. Jusqu'à présent, bon, on pouvait rigoler, on peut discuter. C'est à vous de voir. Alors vous me direz, ben alors, ça va mieux. Donc, on a viré sa cutie, les étourneaux ont fait un voyage à 180 degrés, quand même, qui est plus sain, SAIN, qui est plus juste. Ben non. C'est bien pire. C'est qu'actuellement, il y a le double message. Et ça, c'est très grave. Très, très grave. C'est même dramatique. Je ne vois pas comment les jeunes aujourd'hui peuvent s'en tirer. Alors ça, je ne le vois pas. Je vois comment on s'en tirait quand nous étions emmaillotés dans la pudibonderie judéo-chrétienne. Bon, je ne suis pas mal tiré. Je m'en plains pas, moi. On en rigolait. On ne nous a pas traumatisés avec ces trucs-là. On nous faisait des énormités, c'est évident. Mais il y avait le bon sens. On faisait moins de dégâts. Mais dans la période libertaire, peut-être non plus, il n'y avait qu'un message, le tout permis. Les parents admettant que la fille qui commence à avoir des désirs puisse coucher avec son boc friande, ou je ne sais pas comment, son petit copain dans sa chambre, ou l'inverse. N'osant plus, au nom de quoi elle l'aurait interdit. Là, je pourrais multiplier les exemples, je m'en garderai bien. Mais c'est pas ça. Bon, ça pourrait encore aller. Je crois on pouvait arriver à déculpabiliser ce qui avait été trop culpabilisé. Ça, c'est vrai.
Mais le drame, c'est pas là. C'est qu'on fait les deux choses en même temps. C'est qu'on n'a jamais été aussi pudibond. Mais d'une manière complètement névrotique et jamais aussi impudique, plus qu'impudique, pornographe qu'on l'a été. Alors, imaginez que vous ayez 18 ans aujourd'hui et que vous découvriez, enfin vous ne sauriez pas nommer les choses, que la pornographie a passé dans la culture. Alors, je m'explique. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais passé dans la culture, jamais. Elle avait sa part, il y avait les cinémas porno, il y en avait à Lausanne, en dessous de la gare, je ne me rappelle plus, quand je confessais les boutonneux, les gamins et les filles. Il y avait du temps des Romains aussi, il y avait des endroits pour ça. Mais qu'on me donne un exemple où la culture, c'est-à-dire ce qui fait l'honneur d'une civilisation, intègre la pornographie, c'est-à-dire de ce qui relève d'un usage bestial de la sexualité, c'est-à-dire qui nous apparente aux bêtes, on n'avait encore jamais fait. Or, on le fait. Je vous lirai un article, parce qu'on commence à se rendre compte qu'on a été trop loin, seulement maintenant c'est irréversible. Aussi dans le Nouvel Observateur, l'horreur sexuelle. L'horreur sexuelle, c'est pas moi. Voici ce qui se passe. C'était évident, c'était presque prévisible que du moment qu'il y a une escalade, on ne peut pas s'y soustraire, sinon vous vous mettez en marge et vous n'êtes plus dans la course. C'était la même chose pour l'art contemporain. J'ai déjà vitupéré, je ne recommence pas. Il y a un moment donné, ou bien vous comprenez, vous faites semblant de comprendre, ou bien alors vous êtes éjecté, vous dites, bon, vous êtes hors du coup. Vous admirez des cailloux par terre ou vous ne savez pas le faire. Bon. On s'en fout pour les cailloux, hein, parce qu'on n'oblige personne d'aller les voir. Tandis que là, on est obligé de les voir. Parce que, je vous donne un exemple. Il y a un film d'une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle, je crois, elle s'appelle Valérie Lemercier. Je l'aime beaucoup parce que ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est une authentique, elle a quelque chose, elle sait faire passer. Et elle a fait un film. Maintenant, si vous ne mettez pas un homosexuel ou un inverti ou un je ne sais pas quoi, c'est foutu, vous n'y êtes pas dans la course. Alors, je crois que ça s'appelle Le Derrière, ou enfin un truc, bon, ça va. Mais vous savez comment est-ce qu'elle voulait l'appeler? C'est sa maman qui est intervenue. Elle voulait l'appeler, on l'aurait vu dans les affiches, dans les journaux. Maman, j'ai sucé papa. Donc, de fait, c'est ce qui se passe dans le film, je n'irai pas le voir. Mais... Ce que je trouve l'horreur sexuelle, c'est que je me demande alors les jeunes filles et les jeunes garçons qui n'auraient pas pu ne pas le voir. Avant, on n'allait pas les voir, on pouvait dire non, tu ne vas pas voir le cinéma porno. Mais si c'était le titre officiel, évidemment, tout le monde l'aurait su. Mais ça va arriver, au point où on en est, ça va venir. Hein? Alors, on dira quoi à un garçon qui croit qu'il s'agit d'une sucette, enfin, qui croit que c'est une glace à la vanille, ou je ne sais pas quoi, il faudra lui expliquer ce que ça veut dire « maman, j'ai sucé papa ». Alors, le porno a passé, c'est tout récent, donc c'est depuis cette année, dans le cinéma officiel, avec 3 metteuses en scène, dont l'une s'appelle Catherine Breillat, ou je ne sais pas, qui a fait, alors qui a engagé un acteur du porno, qui s'appelle Rocco Siffredi, il a un nom, il était connu comme acteur de porno, alors on va voir, on ne va pas voir, j'empêche personne. Hein. Seulement, quand ça passe dans l'art officiel, c'est une autre paire de manches, parce qu'alors là, tout le monde y a accès, du moins en principe, on ne veut pas aller se cacher au couvent. Alors, elle a engagé cet acteur avec une actrice, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, enfin, qui débutait, et qu'elle n'avait pas averti qu'elle allait se faire sodomiser. Je vous dis ce qui s'est passé. Hein. Parce que, alors après, quand elle s'est rendue compte quand même qu'elle avait été un peu loin, la brave metteur en scène, elle a dit non, c'était mimé, c'était pas vrai. Ce qu'avait dit Anno à propos de la petite
anglaise qui avait aussi fait l'amour avec un Chinois pour l'amant il a dit non, non, ils ne l'ont pas fait. Et de fait, oui. Alors, on a fait un reportage sur Rocco, le héros, maintenant, le gars qui faisait du porno, en tout bien tout honneur. Enfin, il bande. Alors, on lui pose la question, pourquoi toute cette préparation érectile, puisque finalement vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec Catherine Dusset, la petite actrice? Parce que Catherine Breillat, ils s'appellent toutes les deux, non, l'autre Caroline, avait dit non, ça c'est pas fait. Elle s'est rendue compte quand même que les gens râlaient. Elle répond, qui vous a dit ça? Bien sûr qu'il y a eu réellement pénétration. Il est bien placé pour le savoir. Hein. Je m'excuse, même la metteur en scène peut-être ne le sait pas, mais lui, il le sait. Puis il n'a pas de raison de noter. Alors on lui répond, mais Catherine Breillat prétend justement le contraire. Elle affirme même Rocco qui porte une capote jouit entre les jambes de Caroline sans la pénétrer en poussant un petit gémissement. La scène est magnifique. La scène est magnifique, c'est Breillat qui dit ça. Alors vous bluffez. Il dit pas du tout. Il n'y avait qu'une chose pour faire passer cette scène, c'est dire c'est de l'art, c'était magnifique. Alors, je ne veux pas continuer parce que ça deviendrait choquant. Mais je vais vous dire une chose. Là, il y a un article, faut-il interdire le porno à la télé? Oui, il faut l'interdire comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut que celui qui veut l'utiliser puisse le faire, mais que celui qui n'en veut pas puisse ne pas le faire. Mais évidemment, si un titre de film s'appelle « Maman, j'ai sucé papa », on attente à ma liberté, à ma pudeur. Moi, pas tellement en tant qu'individu, mais en tant que parent putatif, ou tout au moins adoptif. Je ne veux pas m'énerver avec cette histoire, parce que je pourrais vraiment commencer à le faire. Mais je vais vous dire une chose. Alors maintenant, on fait quoi? Moi, je me sens concerné, parce que je me dis, alors, on peut, comme pour la bise, où est-ce qu'il est mon article? Faites semblant de rien, enfin, on tend la main au blanc, peu importe où il est l'article. On laisse passer l'orage. Il est irréversible. C'est une escalade, elle est inévitable. L'autre fera un peu plus. Vous savez qu'il y a eu un festival de Cannes dernièrement. On a invité des gens, en dehors de l'Hexagone bien sûr, du monde entier. Alors sont venus des réalisateurs de l'Est, maintenant un peu à la mode, et du reste, en tout bien tout honneur, il y en a un qui vient de faire un film admirable sur une épopée qui se passe en Sibérie, je ne me rappelle plus comment. Mais il y en a un de ces réalisateurs qui a dit dans une interview, j'ai vu les films français, ceux proposés à la sélection à Cannes, les Français devraient avoir honte. C'est dommage que ce ne soit pas tombé dans toutes les oreilles. On devrait avoir honte. Il faut arrêter maintenant. Parce que on a été un peu trop loin. Seulement si vous le dites, et je l'ai vu écrit, on est taxé de perdre la pudeur. Mais d'où vous sortez les pères la pudeur? Ou bien les néo-bonnes sœurs? Alors c'est à vous de choisir. Vous êtes néo-bonne sœur si vous êtes une fille. Moi je suis un père la pudeur. Mais je vais faire autre chose. Enfin, je vais faire. Malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de le faire. Mais je sais ce qu'il faut faire. J'aimerais que quelqu'un ait l'idée de le faire. S'il le faut, je veux bien lui donner l'idée, quitte à renoncer à mes droits d'auteur. Interdire, condamner, c'est impossible. Laisser faire, c'est impossible. Alors on fait quoi? Il y a une troisième voie. Elle est tout à fait nouvelle, elle est tout à fait originale. Je n'aurais fait que ça dans ma vie, que je serais conscient d'avoir pas tout à fait perdu mon temps. Parce qu'il y a longtemps que ça me tenaille, ça. Il y a 30 ans que j'écris Deus et Sexus. Et ce n'était pas du tout un père la pudeur. Je disais ce qu'on dit aujourd'hui, enfin, ce que la gauche dit aujourd'hui. Pas évidemment ceux qui prônent le cinéma porno. Je propose l'autosanction. Qu'est-ce que l'autosanction? C'est un mot que vous ne connaissez pas parce que je l'ai inventé. On connaissait l'autocensure. Ben, ça consiste à se censurer soi-même.
Il y a beaucoup de cinéastes peut-être qui le font. Ils disent quand même, là, j'ai été un peu loin. Ou bien des journalistes qui s'autocensurent. C'est bien, je trouve. C'est la meilleure censure, du reste. Parce qu'elle n'est pas imposée. Ce n'est pas des coups de ciseaux qui viennent de l'autorité. C'est les gens qui se disent quand même, là, il ne faut pas aller trop loin. Mais moi, je propose l'autosanction. On fait comment? Eh bien, c'est une vieille idée, du reste. Il y a longtemps qu'elle traîne dans la théologie traditionnelle. Ne croyez pas que lorsqu'on fera le bilan de notre vie, ou le jugement dernier, nous serons jugés par une autorité extérieure, Justus Iudex, le juste juge qui apportera le livre où tout est écrit, en disant tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ça, puis tu iras en enfer ou au purgatoire. C'est de la baliverne, enfin c'était de l'infantilisme provisoire. C'était le seul langage qu'on pouvait comprendre. Mais maintenant on a compris autre chose. C'est moi le Justus Iudex, c'est moi qui me jugerai. Et peut-être d'une manière assez sévère. Il faudra toute l'indulgence et même le talent de l'avocat, le paraclet, c'est le nom du Saint-Esprit, qui veut dire avocat, pour venir à mon secours contre moi-même. Parce qu'il y a des choses que je ne me pardonnerai pas, alors que j'avais peut-être des excuses, je ne savais pas, je n'avais pas vu la faiblesse humaine, mais je serai d'une impitoyable sévérité, en me disant non, non, je suis absolument impardonnable, et il sera là en me donnant des excuses, il sera derrière moi, mon paraclet. Non pas que les deux autres, le Père et le Fils, me jugeront, au contraire, mais c'est moi qui, face à eux. Alors je propose de commencer, moi, ce jugement dernier, ce jugement d'autosanction, et que ceux qui ont mal agi se punissent, se donnent à eux-mêmes leur verdict. Alors comment? Eh bien tout simplement en disant ce qui est. J'aimerais avoir une tribune à Paris, dans un journal, une tribune, vous savez ce que ça veut dire, écrite ou orale, dans un moyen de grande diffusion, et de dire Caroline Dusset, cette jeune actrice, c'est la première enculée du cinéma français. Je n'ai pas condamné, j'ai simplement dit qu'elle avait été enculée. Vous réagissez? Ce n'est pas ma faute. Le mot n'est pas terrible, c'est la chose. Si le mot vous fait peur, à plus forte raison la chose, parce que le mot, lui, il n'est pas méchant. Enculé veut dire enfoncer dans le cul. Mais si vous ne le supportez pas, si tout à coup vous êtes renvoyé à la réalité, prenez-en vous à vous. Parce qu'il y a une hypocrisie incroyable à notre époque, qui fait qu'on a peur des mots, mais pas des choses. C'est ça l'hypocrisie. Il y a pourtant un proverbe anglais que j'aime beaucoup, qui dit « le mot chien n'a jamais mordu personne ». C'est les chiens qui mordent, c'est pas le mot. C'est pas le mot merde qui est dégueulasse, c'est la merde, la chose. Mais on est ainsi fait que la chose, bon. Mais alors, puisque le mot renvoie à la chose, alors il faut croire que le mot est innocent si la chose est innocente, et le mot est dégueulasse si la chose est dégueulasse. Je vous donne un exemple, parce que j'y reviendrai à mon enculement. Puisqu'il s'est fait, autant qu'on dise ce qui s'est fait, et qui son sens s'en prend, comme on dit. C'est-à-dire, si quelqu'un réagit, je dis, mais c'est pas ma faute, moi je n'ai pas condamné. J'ai seulement dit qu'elle s'était fait enculer. Elle est la première enculée, actrice enculée du cinéma français. C'est vrai ou c'est faux? Alors si c'est vrai, je dis ce qui est vrai. Je vous donne un exemple très personnel, mais qui m'a fait toucher du doigt cette hypocrisie collective. Il y a quelques années, j'ai commis un livre autobiographique qui s'appelle Bachu. C'était pas méchant. Mais j'ai raconté mes souvenirs d'enfance, en particulier un de mes professeurs de chant qui nous a littéralement terrorisés. Mais je vous assure, c'était la terreur. La terreur. C'était un orang-outan,
un malotru, c'était un monstre. Et je l'ai vu devant nous piétiner un gamin qui avait obtenu du directeur la permission de partir 10 minutes avant la fin du chant. Moi aussi, j'aurais voulu l'avoir, parce qu'il devait soigner son vieux père malade, il était veuf, le père. Il devait aller faire son dîner. Et quand il a vu, il lui avait demandé, le gamin, au début, il n'a pas écouté, cet orang-outan. Et puis quand le gamin a fermé son livre, parti, on était debout, mais figé de peur, il lui a couru après, il l'a rattrapé, il l'a piétiné. Le gamin a été blessé, et après, il n'y a pas eu de procès. Hein. Il était dispensé du cours de chant. J'ai dit, moi aussi, alors je veux bien subir le traitement, puis après n'y plus venir. C'était l'horreur. Oui, imaginez, c'est des choses qui ne pourraient pas exister aujourd'hui de quelque manière que ce soit. Je l'ai dit modestement dans mon livre. J'ai été quelque temps après dans ma petite cité natale. Et j'étais, je ne me rappelle plus pourquoi, j'étais au cimetière, enfin, j'étais seul, c'était un dimanche matin. Arrive une dame qui me reconnaît, qui devait avoir à peu près mon âge, je ne sais pas quoi, qui s'est mis à m'agoniser, parce que j'avais écrit ça. Le type était encore vivant, le vieux professeur, il était gardé quelque part, c'était un musicien de très grand talent du reste, c'était l'organiste d'un orgue très célèbre dans notre Fribourg. Puis il était en train bon. Alors, elle m'a dit, mais tous les noms d'oiseaux, à quel point j'étais dégoûtant d'avoir écrit ça, mais tu n'as pas honte sur le professeur. Il s'appelait Piquant, je l'ai dit dans le livre, parce que Piquant, il l'était, en plus. Et puis le gars s'appelait Bonga, le gars. J'invente rien. J'étais complètement sidéré, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est le plus grave, de le faire ou de le dire? Il faut quand même savoir que si ce que j'ai dit est si grave, à plus forte raison de l'avoir fait. Alors c'est innocent de le faire, alors c'est innocent de le dire. Il ne faut quand même pas inverser. Parce que tout le monde le sait, mais j'espère bien que tout le monde le sait, c'est pas ça qui rend l'acte grave. C'est le fait de le faire. C'est bien dommage que tout le monde ne l'ait pas su, on aurait dû le mettre dans le journal le lendemain. C'est la même chose pour ce qui s'est passé dans ce film, qui est incontournable, puisque les deux acteurs ont été invités dans toutes les tribunes de la radio et de la télévision. Je les ai vus les deux. La gamine qui était très mal à l'aise du reste, hein, parce qu'on essayait de mettre de la pommade, au sens propre et figuré, pour cet acte qui s'était passé. J'ai essayé, après, de savoir s'il y avait quand même eu des protestations. J'en ai trouvé qu'une seule de protestation. Ah, j'ai pas pris, mais c'est dans le Willops, je voulais le mettre de côté. Mais, peu importe, vous pouvez me croire, c'est de Françoise Giroud. Françoise Giroud, qui est la chroniqueuse du Nouvel Observateur de gauche, qui est une femme de bon sens, qui a maintenant les privilèges de l'âge, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est une autorité, non pas morale au sens d'une obédience quelconque, mais humaine. Tout ce qu'elle, parce qu'elle connaît le truc, qui l'ignore, avec toute la propagande qu'on a fait là autour. Alors tout ce qu'elle a trouvé, c'est d'inventer un néologisme, la bandologie. Elle a dit que c'était un film qui prône la bandologie, parce qu'il paraît que le gars est resté bandé pendant 6 heures. C'est son problème, c'est pas le mien. C'est tout ce qu'on fera alors. On aura un néologisme de plus. Je préfère qu'on ait le vieux mot ressorti du placard qui s'appelle enculement. C'est la première actrice enculée de cinéma français. Je suis persuadé que si on mettait ça en première page du Monde ou du Figaro, si quelqu'un avait le courage de dire ce qui est, parce que puisque c'est, il ne faut pas avoir peur des mots, on ferait un progrès. Et que peut-être qu'on dirait maintenant, on était un peu loin quand même, hein, parce qu'on est renvoyé à sa propre turpitude. Mais personne ne le fera. On parlera de bandologie. Oui. Parce qu'on est de sacrés hypocrites. Alors, cette cassette vidéo que nous sommes en train de faire, qui s'appelle La pensée unique, nous n'en ferons pas un double tout de suite. Enfin, de toute façon, il y a une deuxième partie, mais on la gardera. La prochaine fois, ce ne sera pas la deuxième partie de cette cassette. La prochaine fois, ce sera une nouvelle cassette, un nouveau sujet. Je la garderai. Et à l'occasion, peut-être plus rapidement qu'on pourrait le croire, je reprendrai un thème de la pensée unique, je l'espère moins dramatique, moins scandaleux de celui que j'ai dû aborder aujourd'hui. Et j'espère vous avoir scandalisé. Mais j'espère bien, pas ma faute, hein, parce que alors moi, on ne me fera pas employer des euphémismes devant la réalité, parce que la réalité ne me fait pas peur. Hein.
Pour le faire comprendre à mes élèves, une fois, je leur avais dit, voyez, il y avait eu un chat qui avait venu faire sa petite crotte dans la salle de classe où on était, c'était pas grave. Alors j'ai mis au tableau noir en grand le mot merde. Et les élèves étaient choqués. J'ai dit, vous imaginez si le directeur entrait, puis il verrait ça, il dirait, à quoi vous jouez? Dire, mais ça c'est moins grave, parce que ça c'est un mot du vocabulaire, mais c'est plus choquant, hein? Alors je veux renvoyer au destinataire, à l'expéditeur, son geste. Je veux lui dire, voilà, c'est ça, il faut l'admettre. Alors après, vous pouvez continuer, mais alors vous me permettrez de dire ce qui est. C'est la seule parade. C'est l'autosanction. Voilà. Alors, merci de votre attention. Je lis la lecture du journal, c'est un journal, et la prière matinale du philosophe, disait Hegel, philosophe moderne. Je lis donc un article courant dans le journal du matin, le matin du dimanche, un article sur un livre qui vient de paraître, que j'achèterai peut-être, Mon corps, la première merveille du monde. Pourquoi je l'achèterai? Pour la raison que vous allez comprendre. C'est donc un biologiste qui parle. Aussi, avec mes collègues du laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences de Genève, on essaye de trouver des modèles dans le vivant pour repenser le social. Des entreprises nous consultent d'ailleurs dans le problème de communication, etc. Mais, monsieur le scientifique, nous faisons ça depuis 7 ans. Rappelez-vous, le premier cours, c'était dans la salle d'à côté du reste, dans cette sainte maison. Je vous avais fait un schéma, un peu évidemment schématique par définition, où on partait de la philosophie la plus basique, la matière, on montait par degrés, le vivant, l'animal, l'homme, et je vous avais dit, mais nous aurons rendez-vous, je ne savais pas que ça donnerait 7 ans, un chiffre parfait, avec une réalité très mystérieuse alors, que les philosophes anciens n'ont pas étudiée, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient même pas que ça existait, qui est non pas une collection d'individus, une société. Oui, ils parlaient de la société, ils savaient que c'était une organisation. Platon pensait, du reste, que le philosophe était le mieux placé pour donner des conseils aux chefs. À l'époque, c'était des autocrates qui gouvernaient les cités, pour leur donner des conseils pour administrer la ville pour le bien de tout le monde. Une ou deux petites intuitions chez Platon, justement, qui voyaient une analogie entre le corps humain, fait de différents membres, et la société élaborée est aussi faite de différents membres. C'est ce que nous avons fait, nous. Mais nous l'avons fait d'une manière plus systématique. Et pour nous aider, parce qu'il y a très peu d'ouvrages, il n'y a aucun ouvrage spécifique sur la question, peut-être nous l'écrirons ou vous l'écrirez quand je serai mort. Nous nous sommes aidés, et j'y reviendrai souvent, de ce petit schéma dont je ne me lasse pas d'admirer la préfiguration, parce que dans ce schéma, on voit des individus qui tous ensemble reconstituent le même individu, mais collectif. C'est l'idée qui nous guide. Nous avons exploité déjà ce schéma et nous avons découvert qu'il y avait 5 leçons, là, simplement en le considérant. Nous en avons déjà vu 3, il nous en reste 2. La première, vous vous en souvenez, consistait à voir qu'il y avait des hommes et des femmes dans ces individus. Autant d'hommes que de femmes, du reste. 50-50. Et que lui est un homme. Il faudra en rendre compte. Pourquoi? Essayez d'imaginer le même dessin et ce serait une femme. On ne comprendrait pas. Oui, on comprendrait, mais on dirait, il y a un message, mais il faudra l'expliquer. Tandis que là, il n'y a pas besoin. Tout le monde conviendra, mais oui, ça va de soi. Une collectivité est masculine. On verra les implications, ça va très loin. Mais je veux revenir sur un simple point.
c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes, comme dans la société. Il paraît que c'est à peu près 50-50. Il paraît qu'en France, il y a un peu plus, 51 contre 49. Ça vient du fait, non pas, c'est plus facile de faire des filles, ça vient probablement du fait que les filles sont plus résistantes. Il y a peut-être plus de morts infantiles chez les garçons, c'est possible. Hein. Mais je me pose la question suivante. Il y a 3 semaines, on a voté en Suisse pour le problème de la maternité. C'était une sorte de séisme collectif parce que la Suisse allemande a voté contre et la Suisse romande a voté pour. Mais vous savez qui c'est qui l'a refusé? Eh bien, les femmes. On oublie ça. C'est que les femmes, si elles veulent, elles peuvent tout faire dans le pays. Il suffit qu'elles aillent au bureau de vote. C'est quand même moins fatigant que d'aller chez le coiffeur, passer des heures à se faire pomponner. Hein. Ça fait un quart d'heure. Donc, les vrais ennemis de la maternité, ce sont les femmes, qui ne se sont pas dérangées, d'autre part, qui ont voté non. Elles avaient probablement leur raison. Seulement, où je m'étonne, c'est que tout le monde s'en est pris au bonhomme, c'est-à-dire à la collectivité. Il y a des textes qui ont paru le lendemain ou le surlendemain. Les radicaux suisses allemands, infanticides du siècle. Je dis infanticide vous-même, c'est vous les femmes qui n'en voulez pas nous les hommes. Vous avez voix au chapitre, vous êtes 50 contre 50. Avec notre abstention à nous, si vous allez voter, ce qui est votre devoir quand même, hein, c'est la moindre des choses, vous pouvez gouverner la Suisse, pas seulement pour la maternité. Alors arrêtez de transférer sur la collectivité en la masculinisant, alors que c'est vous, les femmes doivent régler leurs problèmes entre elles. Et même si uniquement les Suisses romandes avaient toutes été votées, elles emportaient le morceau à la majorité. On se plaint des Suisses allemands. On dit, mais non, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous devez vous plaindre des Suisses romandes. Ce vote le prouve une fois de plus, le lendemain dans les journaux, les femmes de ce pays ne jouissent pas encore de toutes les libertés, qu'il serait pourtant juste de leur accorder. Et on est la tête à l'envers. Alors c'est elles qui ne s'accordent pas les libertés auxquelles elles ont le droit de prétendre. Elles sont 51%, je pense aussi en Suisse. Alors pourquoi s'en prendre à je ne sais pas quel monstre froid que serait la politique, les hommes qui sont à la tête du gouvernement ou les partis politiques? Mais non, c'est les femmes. Donc cette phrase est complètement absurde de mettre sur le dos d'une institution ce que les femmes ne sont pas dérangées pour aller voter. Elles avaient peut-être des raisons de voter non. Mais ce que je demande, c'est que le lendemain du vote, elles s'en prennent à elles-mêmes, c'est tout. Et qu'elles s'expliquent entre elles pour les bonnes raisons qu'elles avaient de ne pas voter ou de voter non. Il faut croire quand même que la moitié du corps électoral a voté non, c'est-à-dire les femmes. Deuxième leçon, nous avons vu qu'il y avait une céphalisation dans une collectivité. C'est-à-dire, elle se donne un chef vient du mot caput qui veut dire la tête en latin. Et nous avons vu que ce n'est pas seulement un commandement, ça c'est facile, tout le monde est d'accord, ce n'est pas difficile à comprendre, mais que cette tête était aussi l'intelligentsia, c'est-à-dire l'ensemble des intellectuels, des étudiants, des penseurs, des philosophes, mais pas seulement les philosophes, tous ceux qu'on appelle les professions libérales, qui ont fait des études. Or, il se trouve que lorsque cette tête est prise d'une fièvre, c'est tout le corps qui en pâtit. Alors j'aimerais que vous notiez une phrase très simple, parce que je ne vous l'avais pas citée, elle est de saint Thomas d'Aquin. Déjà à l'époque, il avait soupçonné ça. Toute simple la phrase. Du mal à la tête, les membres pâtissent. Du mal à la tête, les membres pâtissent. C'est-à-dire, c'est exactement comme dans l'être humain. Quand il a mal à la tête, une rupture d'anévrisme, et il est paralysé. Si on peut le guérir, tant mieux, hein. Mais il faut faire attention à la tête. Hein. Elle peut paralyser tout le corps. Il peut y avoir une atteinte cérébrale, et puis je suis muet en quelqu'un qui ne peut ni parler, ni... Il y a un malade comme ça qui a eu la rupture proche du cerveau, et qui a écrit un livre en battant uniquement d'une pupille, d'une paupière pour dire la lettre qu'il fallait me noter. Uniquement pour une lésion cérébrale. Or, dans le corps social, c'est exactement la même chose.
dire que en mai 68, on a vu fleurir des slogans absolument, apparemment débiles. Ils n'ont pas réclamé plus d'argent, plus de professeurs, plus de locaux. Le slogan qui a fleuri un peu partout en Sorbonne et qui a paralysé tout le corps, on n'avait jamais vu, c'est « j'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi ». C'est avec ça qu'on a fait, on a paralysé un pays. Ben, une fièvre, c'est-à-dire des types qu'il est interdit d'interdire. Troisième leçon, nous avons vu que ce bonhomme, que nous formons tous, il avait une pensée qui lui était propre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pensée unique, et qui n'était pas la nôtre. Alors c'est très astucieusement exprimé par le graphiste. L'homme regarde à gauche et nous regardons à droite. Et de temps en temps, il regarde à droite et nous regardons à gauche. Je vous l'ai montré dans le cours précédent, c'est hallucinant. Et contre nous, en plus. Vous avez déjà entendu cette expression que j'aimerais aussi que vous notiez, parce que je ne crois pas que vous la recitez. Pensée unique, ça tout le monde connaît. Mais vous avez déjà entendu cette expression, vous l'avez entendu, oui. Politiquement correct, ça vient d'Amérique du reste, politiquement correct. C'est-à-dire, c'est une façon de penser qui embête tout le monde. Parce que personne n'est assez généreux pour se sacrifier pour des raisons politiques. La preuve, c'est qu'on ne va pas voter. Dans les universités américaines, ça fait des dégâts dont on n'a pas idée. J'ai une amie qui est professeure là-bas. Son fils brigue un poste, elle est obligée de le faire passer pour une minorité ethnique, parce que s'il est WASP, ça veut dire en anglais, hein, le W blanc, anglo-saxon protestant. W-A-S-P, WASP. Il peut se présenter où il voudra, il y aura un ressortissant d'une minorité ethnique ou surtout des anciens Indiens, peut-être pas plus qualifiés que la moyenne, ou même souvent moins bien qualifiés, ils passent devant. Donc, tout le monde se plaint de ça, un type individuel, mais on ne le dit pas. Political correct. Donc, vous savez ce que veut dire politique? Ça veut dire le gouvernement, c'est un adjectif qui est fabriqué sur le mot cité, la police. Tu vois, c'est la police qui fait la police, ça vient aussi de ce mot. La police. Donc on est tous asservis à, je ne sais pas comment on fait, mais on lui prête des intentions contre lesquelles on n'ose pas protester. Et voilà mon bonhomme qui se met dans la tête, c'est le cas de le dire, bien sûr c'est nous, mais par quel circuit? On lui prête des intentions, des idées qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on s'en fiche pas mal du political correct. Maintenant, quatrième leçon, elle ne sera pas très longue. Non seulement il pense, mais il se souvient. Il y a une mémoire collective, ici, la mémoire, qui, on va le voir, la deuxième partie de ce que je vais vous expliquer, peut faire des dégâts monstrueux. Mais voyons d'abord l'aspect anecdotique. Ça s'appelle tout simplement la tradition. C'est assez étrange, une tradition. Je trouve ça, chaque fois que j'y suis confronté, de plus en plus je la dépiste, je suis subjugué par l'irrationnel. C'est pas absurde, puisque je vais vous l'expliquer, mais je ne comprends pas qu'elle ait une telle force de loi pour des gens qui n'en voient pas du tout le mécanisme, en d'autres termes. Sitôt qu'une... Il y a surtout en religion, mais aussi en politique. Je vais prendre des exemples, parce que c'est encore plus simple. Je ne sais pas si vous avez vu au Japon. Le Japon, c'est peut-être la société, après la guerre, la plus rationnelle, la plus économiquement viable. C'est fini, tous les mythes. L'empereur a été mis de côté. C'est une société, maintenant, qui a décidé de rivaliser avec les États-Unis et qui a poussé le passé. Mais il a subsisté quelques traditions. Alors, on voit cette chose tout à fait stupéfiante. Il y a des prêtres, bien sûr, des prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est une religion traditionnelle dont le contenu est vide. Il n'y a plus que la coque, si vous voulez. Alors, je vois encore une émission où on voyait un prêtre, il fallait 2 heures pour lui faire son équipement. Chez nous, c'est pas plus facile, on enfile une chassule, un truc, un machin, et puis bon, on y va, une étole. Tandis que là-bas, il faut 2 heures, parce qu'il y a des rituels d'abord. Alors, on lui fabrique des machins avec ses cheveux. Il a des plumes de je ne sais pas quel animal. Il a des trucs qui le roulent derrière le dos. Et puis, il avance, mais comme un métronome, avec une rigidité. On se dit, mais
si quelqu'un venait et il ne saurait pas dire « Hé, vous faites quoi? Vous êtes somnambule ?» On se ferait lyncher. On dit, comment? C'est une fois par an. Hein. Le type arrive dans une sorte de temple. Les gens, on voit des gens qui paraissent tout à fait sensés, ce n'est pas des dingos. Il y a des chefs d'entreprise qui sont assis par terre, les jambes croisées, figés de peur aussi, ils sont là, devant des choses qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on ne sait pas à quoi ça s'origine. On a toujours fait. Alors, on jette du sel. Vous croyez qu'il y a un individu qui y croit à cette histoire de fiche le sel pour apporter le... Il y a aussi les gros maous, là, les fiches du sel. On leur dit, mais écoutez, non, revenons à vous-même. Vous y croyez? Mais il se ferait lyncher plutôt que de ne pas jeter du sel. C'est la tradition. Vous avez aussi en Espagne, c'est déjà plus critiquable, il y a un jour, je ne me rappelle plus si c'est à Pampelune ou ailleurs, une journée où on se fiche des tomates à la figure. Mais ce n'est pas une ou deux tomates, ils arrivent avec des tombereaux de tomates. La rue, il y a une épaisseur de 30 cm de tomates, donc pourries qu'on se jette à la figure, tradition. On pourrait nourrir, parce qu'il y a des vitamines, nous on les achète, hein, les tomates, on les fait farcis, on les met en salade, et ça. Et là, plaf, les jeunes sont sur les chars, il faut voir, ça faut avoir vu. C'est absurde, mais tradition. Si vous râlez, on dit tradition. Devant la tradition, on est sans voix, vous ne pouvez pas vous y attaquer, parce que les gens se sentent attaqués dans une dimension mystérieuse. Hein. Si vous dites arrêtez vos trucs, hein, ben, ça suffit. Ah non, ça vient du Moyen-Âge, ou bien peut-être qu'ils savent d'où ça vient. C'est possible qu'un jour il y a eu une bagarre entre deux quartiers, ils se fichaient des tomates. Mais la plupart ne le savent pas. Mais maintenant, je vais vous raconter une chose encore plus stupéfiante. Ça m'a été donné de voir. Hein. Ça se passe au Luxembourg. Le Luxembourg, vous connaissez, c'est un petit pays qui est coincé entre la France, l'Allemagne, la Belgique, enfin, avec un accent à couper au couteau. Et une fois par an, dans une ville de moyenne importance, ça doit faire à peu près comme Bulle, de grande tradition bien sûr, il y a 9 000 ou 10 000 habitants, il y a une procession, c'est très catholique, c'est comme la Wallonie. Alors tout à fait traditionnelle, la procession. Traditionnelle, c'est-à-dire le curé, il a la chape, il a le surplis, il a l'étole, il a la barrette, les enfants de chœur ont le surplis, la petite chasuble, il y a les flamberges, les types qui portent les trucs, il y a le crucifix. Et figurez-vous que toute la procession, pas seulement le clergé, mais les punaises de sacristie, les bonnes femmes, les hommes, les servantes de Marie, les scouts et ça, font toute la procession en dansant. Il faut avoir vu, hein. C'est-à-dire, ils marchent comme ça, pendant toute la procession. Hein. Ça va un moment, mais quand on voit le clergé qui marche comme ça, pendant toute la procession, et ils sautent plus que moi du reste, et les femmes qui ont leurs pattes souillées en talons, c'est-à-dire souillées plats, qui font ça, avec un sérieux imperturbable. Il y a des haies de parpaillots, je pense, de protestants, de wasps protestants, qui regardent ça avec les yeux accordés. Et si quelqu'un disait, dis donc, parce que le plus extraordinaire, c'est qu'ils ne savent pas d'où ça vient. C'est-à-dire, oui, lui le sait. Lui, là, il le sait, paraît-il. Lui, eux sont convaincus que lui le sait. Mais eux ne le savent pas. Ils ont perdu. Je ne sais pas, ça a brûlé au Moyen-Âge, le document authentifiant. Mais eux sont persuadés que il y a bien eu une raison, une fête, une foi, une victoire, et puis tout le monde a dansé, puis on a institutionnalisé cette tradition. Mais quand on voit ça, on se pose des questions, on dit où on est folingue, parce que c'est tellement ahurissant, c'est un long parcours. Et le plus formidable, c'est quand ils reviennent à la cathédrale, parce que ce n'est pas une église, c'est une cathédrale. Et je me rappelle avoir eu un document où on les voyait de dos. Alors quand on les voit fatigués, bien sûr, toujours avec les flamberges, ça fait... Alors on les voit de dos, et surtout le clergé qui rentre dans la cathédrale en soutien comme ça, on se dit, je rêve, ou bien c'est vrai. Personne ne proteste. C'est la tradition. C'est admirable. L'embêtant, c'est que le bonhomme collectif, il a aussi d'autres souvenirs. Des souvenirs, alors c'est beaucoup plus grave. Il y a un écrivain, je crois que c'est Jacques Julliard, dont je vous ai souvent cité, je crois que l'article Réac de gauche est de lui, je ne me souviens plus, qui dit ceci: c'est à la mémoire des peuples, du peuple, c'est à la mémoire des peuples qu'il faut imputer les affrontements de l'histoire, c'est-à-dire
La guerre de Yougoslavie, je pense que vous êtes au courant, mais peut-être avez-vous oublié, mais enfin je pense quand même qu'on vous l'a dit, parce que depuis le temps qu'on nous le serine, ça date de 6 siècles, c'est-à-dire ils se battent, parce que les Serbes ont perdu contre l'Empire ottoman qui avait débordé, c'est leur droit. Nous, on a bien été affrontés par l'Empire ottoman, enfin les musulmans en Espagne. On les a repoussés aux Pyrénées, avec Roland, la chanson de Roland, ça, bon, c'était terminé. Tandis que là-bas, bon, ils ont perdu les Serbes. Mais attention, ils ont perdu en 1389. C'est quand même un bout de chemin, hein. Alors, ils se battent maintenant, à cause de cette défaite qu'ils célèbrent chaque année. Et ils disent, c'est notre territoire. C'est pas le leur. Ils représentent depuis cette défaite un pourcentage absolument dérisoire, les Serbes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, de nouveau, si on fait notre analyse, aucun Serbe, si je l'avais devant moi, je dirais, ça vous manque le Kosovo, vous allez en vacances là-bas, vous avez un plantage, vous avez des vignes, je dirais, non, non, je m'en fous, non, non, j'ai rien, j'y vais pas, c'est un pays de sauvage. Je dis, mais en quoi c'est votre territoire? À vous, hein? Il dira, c'est le nôtre, c'est-à-dire, de nouveau, cette mystérieuse entité collective à laquelle on ne peut rien refuser. Et c'est très grave quand il est vexé, quand il est humilié. Il a été humilié par cette défaite, hein, il y a 6 siècles. Il y a prescription quand même, après 6 siècles, on peut dire, écoutez, arrêtez. Bien sûr, ils disent, nous avons nos monastères, mais personne ne leur interdit d'y aller. Ils n'ont pas été annexés par les Kosovars, c'est-à-dire par les musulmans. Les monastères fonctionnaient. Il y avait encore les pèlerinages, on pouvait y aller. Et personne n'y allait, ils s'en foutent éperdument, vous imaginez, s'ils sont spirituels. Mais c'est à eux, c'était un prétexte. On ne peut rien lui refuser à la psychologie collective. Et on arrive à cette boucherie épouvantable où on a pratiquement trucidé un peuple parce qu'on lui en voulait depuis 6 siècles. C'est quand même grave, hein, des situations pareilles. Et c'est vrai ce que dit Jacques Julliard, je vous répète cette phrase, c'est à la mémoire des peuples qu'il faut imputer les affrontements de l'histoire. Si on pouvait oublier, ça irait beaucoup plus vite. Parce que les Serbes peuvent très bien vivre en Serbie, à titre individuel. Mais ça leur démange, non pas d'aller se faire une maison de vacances au Kosovo, ils n'iront pas de toute façon, puisqu'ils auront tout détruit, en tout cas pas leur génération. Mais c'est dans la tête, c'est pour la collectivité, c'est comme ça qu'on déclenche des guerres. Et faites attention, ce qui a été dramatique dans cette dernière guerre, heureusement il semble qu'on en sort. Qui aurait prévu que ça se conclue aussi vite finalement, et au moindre frais, parce qu'une guerre fait toujours des dégâts. Mais j'ai toujours frémi chaque fois que j'ai entendu que la Russie se sentait humiliée. Parce qu'alors, ce bonhomme-là, que je vous ai montré, quand il est humilié, quand nous faisons de son humiliation la nôtre, alors là, vous allez vite cacher à la cave les vieillards, les femmes et les enfants et éventuellement les juifs. Faites attention, parce qu'alors, ça c'est impardonnable. Moi, ils m'ont rien fait. On avait des nazis qui avaient des amis parmi les juifs. Mais quand je m'investis de l'humiliation collective, alors que moi, on ne m'a rien fait, on ne m'a ni craché au visage, ni méprisé, rien du tout. Je suis un Serbe qui vit à Belgrade, mais quand je me sens, ou bien à Moscou, puisque c'est les Russes qui se sont sentis humiliés. Et ça, c'est impardonnable. Alors, il faut faire attention avec ça. Ces mouvances collectives, c'est le grand danger. Il n'y aura plus que des guerres de ce type-là. Avant, il y avait d'autres guerres, au moins, elles se terminaient un jour. Parce que le 18 novembre, on s'était chamaillé. C'était pas la même chose, hein. C'était des revendications territoriales. Il fallait reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Bon, ça peut encore aller. C'est presque folklorique, hein. Moi, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, disait un chanteur, avec humour. Maintenant, elles finiront quand? Cette guerre, elle va finir quand? Vous pouvez finir tout ce que vous voulez. Dans 6 siècles, ils se battront encore, hein, parce qu'on a été humiliés, parce on a... C'est très grave. C'est des guerres idéologiques, religieuses ou territoriales. Maintenant, dernier point, dernière leçon. La 5e. Vous voyez que mon schéma a servi beaucoup. Il est temps qu'ils prennent du repos. Vous voyez ces petits bonshommes et ces petites femmes? C'est vous et moi.
On est où? Ben, je pense quand même, je vous loge plutôt du côté des intellectuels. La preuve, c'est que vous venez depuis 7 ans, chaque dimanche, pas chaque dimanche, chaque mois, sacrifier un dimanche matin à faire de la philosophie. Si vous faisiez du badminton ou bien un club sportif, je vous citerai du côté des membres ou des pieds si vous courez beaucoup, mais que le dimanche matin, une fois par mois, vous ouvrez l'esprit à des choses complètement gratuites, mais dangereuses. Les idées mènent le monde. Mai 68. Donc on est par là, nous. Alors si je regardais la loupe, peut-être je verrais quelques-unes de vos charmantes frimousses. Chacun d'entre nous qui sommes là, nous avons un système immunitaire, hein, et c'est à lui que nous devons d'être encore en vie et ne pas être trop malades. Vous connaissez ça, vous savez. C'est marqué dans le truc, là, système immunitaire. Mais figurez-vous, lui aussi, il en a un de système immunitaire. Sauf que ça s'appelle la xénophobie. Elle joue le même rôle que notre système immunitaire. Hein. Attention. Faisons attention avec ce mot. Hein. Je dis, une collectivité est dotée d'un système immunitaire non seulement aussi efficace que le nôtre, mais aussi nécessaire que le nôtre. Sans quoi il ne se constitue pas et tout le monde en crève. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi, c'est le melting pot, et puis on se tape dessus alors à longueur d'année. Même l'Amérique, de fraîche, disons, immigration, elle a fini par se doter d'un sacré système immunitaire. Hein. Essayez d'aller travailler en Amérique, vous verrez, ou bien d'être une minorité raciale en Amérique. Alors, on est mal pris. Je suis en train de prôner et de légitimer la xénophobie, parce que décomposer le mot, c'est la haine du xénos, de l'étranger, mais encore aussi les xénophobes, je vous garantis. Hein. Plantez-vous une petite échine dans le doigt, vous verrez, vous aurez des morts, c'est-à-dire du liquide blanc, c'est des leucocytes qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour expulser ce corps étranger. Mais alors, est-ce que je suis en train de légitimer la xénophobie? Oui et non. Et ça, il va s'agir maintenant de se garder du double message. Ça va être très délicat. Car double message, il y a, mais il faut le faire très consciemment. À titre individuel, moi qui suis un des bonhommes qui constituent le collectif, je n'ai pas le droit d'être xénophobe. Lui, il a le devoir de l'être, mais pas moi. Si on pouvait faire cette distinction. Elle n'est pourtant pas très difficile. Pratiquement, ce n'est pas très difficile, vous verrez. Je lis dans la Bible. Bien sûr que le cours que je vous fais, c'est un cours de religion. Mais je n'aimerais pas me trouver en contradiction avec la Bible ou un livre sacré, parce qu'il y a aussi une sagesse. Elle procède d'un autre ordre. Elle est révélée, comme on dit, c'est-à-dire ce n'est pas des preuves, ce n'est pas un corpus philosophicus comme Platon ou Aristote, mais ce n'est pas du tout par dévotion, mais un livre d'une pareille tradition de sagesse, je serais très embêté de me trouver en flagrante contradiction avec lui. Alors voici ce qui est dit dans le Lévitique. Lévitique, c'est l'Ancien Testament, donc, hein, c'est pas le Nouveau Testament. On pourrait aussi trouver des textes dans le Nouveau Testament. Tu aimeras l'émigré, émigré c'est celui qui vient chez nous, comme toi-même, car vous avez été émigré vous-même au pays d'Égypte. Alors si vous voulez relire le soir ce texte, c'est dans le Lévitique, chapitre 19, verset 34. Donc je donne mes références. Alors, est-ce qu'on doit être xénophobe ou pas? À titre collectif, c'est-à-dire quand nous avons une loi à voter, comme on l'a fait il y a 15 jours, avec le problème de la maternité que les femmes ont refusé, j'ai bien sûr voté pour ces nouveaux articles qui étaient un peu xénophobes, il faut le dire, c'est-à-dire qui protégeaient
la collectivité, l'identité nationale d'un afflux incontrôlé ou incontrôlable d'étrangers qui finira de gré ou de force, qu'on le veuille ou non, par faire des affrontements. On l'a eu en Amérique où pourtant tout le monde est venu. C'est pas comme si les Indiens d'Amérique avaient repoussé, ils l'ont fait, mais ils ont été ratiboisés. Mais en quelques siècles sont arrivés de tous les horizons. Xénophobie, immédiatement, quand une collectivité, qu'elle soit blanche, mais ça aurait pu être noire. Il y a aussi des collectivités noires qui sont xénophobes, il ne faut pas vous y frotter. Ils sont peut-être moins développés, point de vue technique, pour vous faire la raclée, mais ils vous expulsent, ils ne vous acceptent pas. Les collectivités. Alors, je reprends. Je pense qu'une collectivité, un gouvernement, pêcherait gravement en ne contrôlant pas cet amalgame sitôt qu'il se constitue en collectivité. Quand il est dispersé, ça va, il s'assimile assez vite, comme mon corps peut encore assimiler des corps étrangers par la digestion. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Du reste, le mot va aussi pour la digestion. Mais sitôt qu'il se constitue avec son identité exogène, imaginez un brave village, gros village, du canton de Fribourg. Canton pacifique s'il en fut, pétri de christianisme depuis des siècles, où il y aurait une communauté musulmane qui cultive la terre, qui vend les vaches, qui fait les vaches aussi, qui vend son lait, tout à fait pacifique. Mais ils ne vont pas à la messe. Ils ne vont pas à la messe le dimanche. Ils sont groupés entre eux. Et puis ils font des rituels complètement aberrants, enfin pour nous. Mais alors pour eux, qu'est-ce qu'on doit représenter? Alors, ils sont complètement cinglés, surtout ceux qui sautent comme ça, parce qu'ils disent alors ça, nous on ne fait pas. Alors on les voit de temps en temps, quand ils fanent avec les paysans, ils se mettent sur les genoux et puis ils font des salam alek. Vous croyez que ça va durer longtemps? C'est-à-dire, ils ne font rien de mal. Ils vont au magasin, ils payent le sucre, le lait, puis on leur dit bonjour, et puis ils ont fini par parler la langue. Sauf qu'ils restent musulmans. Un quartier musulman, un faubourg musulman. Pour parler musulman, je ne parle pas des Noirs, parce qu'alors là, que vous le vouliez ou non, bon catholique, bon chrétien, ça pètera un jour, pour la moindre raison. L'autre jour, on m'a dit cette chose de gens situés dans le cerveau intellectuel. Ça m'a beaucoup surpris du reste. Le reproche qu'ils font, c'est un couple, du reste, qui a fait des études, son médecin. Sur les Juifs, grief, ils ne mangent pas comme nous. Je dis, ah bon? Ah non, ils ne mangent pas comme nous. Je dis, mais ce n'est pas une raison. On n'est pas quand même obligé de tous manger du cochon. Bon, ils ne mangent pas comme nous, d'accord. Dans les avions surtout, il y a des menus cachers, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'ils venaient vous embêter, d'accord, ils vous tiraient dans les pattes. Ce n'est pas le cas. Pour eux, c'était un obstacle, c'était inassimilable. D'abord, on ne peut pas les inviter, ils ne mangent pas comme nous on ne mange pas comme eux. C'est peu de choses, mais ça suffit à déclencher le chromosome qui fait que mes anticorps le reconnaîtra comme étranger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ceci. C'est que nous devons, et c'est marqué dans la Bible, et je crois que c'est la seule, de venir au secours de ceux qui sont victimes de la xénophobie collective. Parce qu'alors là, il y en a de ceux qui la sentent passer, et non pas râler contre le collectif parce qu'il n'est pas assez généreux, il n'a pas à l'être, ce serait de la folie de sa part. C'est à moi à l'être, et j'aimerais beaucoup de ceux qui sont d'une organisation que je vais vous nommer OSAR, Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés, leur dire, vous en avez combien chez vous pour au moins le repas de midi, parce que vous savez qu'il y en a de ceux qu'on ne peut pas loger, on est obligé de fermer la grille des lieux de la SPA, parce que c'est plein. Alors, ils restent sur la rue, il y en a ceux qui ont... Alors, je dis, mais vous en avez combien? Un au jour ou deux par semaine, à votre table? Ceux qui sont les porte-drapeaux en France, il y a 2, 3 comme ça, qui sont... C'est la question que je leur poserai. Ils me diront, mais je n'ai pas la place. Je dis, j'allais vous le dire,
mais au sens collectif. Vous devez aider ceux qui sont victimes de ces systèmes immunitaires qui font qu'ils seront l'objet d'un rejet. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, parce que j'ai cet exemple en tête, c'est le mien, vous m'en excuserez parce que j'en vois pas d'autres, j'ai voté pour les mesures qu'on a dit être xénophobes il y a 15 jours, qui faisait une restriction assez grande à cet afflux inconsidéré, bien que certains aient crié, mais dans le même temps, j'ai rempli un bulletin de versement à la société d'aide aux réfugiés. C'est sur 2 plans différents, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Eux, ils les aident, parce qu'alors là, vraiment, il y en a de ceux qui la sentent passer, la xénophobie, ici ou ailleurs du reste. Cela, il faut les aider à titre individuel. Mais vouloir changer la loi, c'est-à-dire prendre la Suisse qui est refermée sur elle-même. On a dit, je ne sais pas, dans tous les jours, je crois hier, lisez, vous l'avez lu, que c'est incroyable, si on voulait faire venir le monde entier, et puis ils sont xénophobes, ils ne veulent pas les étrangers. Je dis, vous raisonnez comme un tambour. C'est évident que les athlètes qui auraient dû venir à Sion, tu vois, c'est une chose dont on pourrait parler à l'occasion, parce que c'est tellement amusant et assez étonnant, disons, cette histoire. De mélanger les deux, vous comprenez, c'est évident que ceux qui protestent contre le manque d'ouverture de la Suisse qui n'est pas accueillante pour les étrangers, alors on pense aux Kosovars, vous imaginez si les Kosovars vont s'assimiler, surtout quand ils seront en groupe. Et la grande sagesse de la Suisse, vous pouvez penser autrement que moi, hein, ça, je pense que vous êtes assuré comme vous le savoir, mais quand elle reçoit les étrangers, actuellement les Kosovars, elle essaie de ne pas les constitués en petites communautés. Elle les disperse, à ce qu'ils se rejoignent le dimanche, on n'est quand même pas des sadiques, mais elle évite de reconstituer une petite îlot culturel musulman qui va peu à peu se refermer. Évidemment, je les comprends, hein, ils ne savent pas le français, ni l'allemand, ni rien du tout, ils n'ont pas notre religion, c'est évident qu'ils ont plus de plaisir à être entre eux. Ce serait une erreur que dans 100 ans, on découvre après 3 générations qu'à la suite, comme en Amérique, d'un afflux exogène, là c'était les Noirs, qu'on a maltraités, hein, on les a traités comme des esclaves. Voilà où joue alors la Bible, c'est-à-dire les qualités humaines, on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est évident que ça allait créer un mouvement xénophobe. Ça n'est pas possible autrement. C'est inscrit dans les gènes collectifs. Et si on voulait bien admettre une bonne fois que ça ne sert à rien de crier contre, c'est aller contre une loi de nature. C'est pas là contre qu'il faut crier. C'est contre l'égoïsme individuel de ceux qui crient et qui ne font rien. J'aimerais savoir combien ils ont donné de leur temps, de leur famille, de leur générosité personnelle. Je vois, il y a toute une série d'acteurs qui manifestent il y a des églises qui ont, de temps en temps, qui abritent des réfugiés, des étrangers sans papier. Il y a eu des mouvements où on a vu Emmanuel Béard, je crois. Moi, je la trouve très sympathique par ailleurs, mais j'aurais voulu lui demander, mais prenez-en un ou deux, une semaine ou deux, vous comprenez, à la place de crier contre la collectivité, que vous affaiblissez, vous vous attaquez à l'identité collective. Faites très attention, parce qu'alors, à ce moment-là, c'est ceux qui prônent uniquement l'identité collective. Vous voyez à qui je fais allusion, hein, l'extrême droite. Alors, eux sacrifient allègrement les victimes du système. Ils n'ont qu'une idée, c'est d'affermir le système immunitaire. C'est la raison pour laquelle ils sont forts. Parce que, maintenant, c'est plus eux, parce qu'ils se sont déjugés. Mais il y a un nouveau mouvement, il y aura toujours. En Suisse, c'est l'UDC. Vous allez voir qu'elle va progresser. Après, on s'en plaindra. Je dirais, vous auriez mieux fait de comprendre ce qu'elle disait, quitte à le corriger, mais non pas sur le plan politique, parce que ce qu'il disait était juste. C'est évident qu'il ne faut pas se laisser des communautés exogènes et inassimilables, la preuve, Yougoslavie, se former en Suisse, ce n'est pas possible. Il faut aider individuellement
Alors c'est là où il faut mettre l'accent, mais on change sans arrêt de niveau. On interfère le niveau individuel, qui est un devoir de chrétien ou seulement d'homme, on l'introjecte sur la collectivité. Je vais vous donner un dernier exemple, vous comprendrez mieux. Enfin, vous avez déjà compris. Ce changement de niveau qui est complètement aberrant. Il est dit dans l'Évangile que lorsque on me vole, je dois donner, on me vole ma chemise, je dois aussi donner le manteau. Quand on me donne une baffe sur la joue gauche, je dois tendre la joue droite. Vous connaissez ça, c'est très beau. Dans une collectivité chrétienne, imaginons la chrétienté, il fut un temps où le bonum commune, c'est-à-dire la raison d'être ensemble, c'était la chrétienté. Actuellement, plus, il n'y a plus de... Vous savez qu'un pays ne peut fonctionner que s'il a un bien commun, très fragile souvent. En Suisse, c'est le fédéralisme, ça peut être la langue, ça peut être la religion, mais il faut quelque chose. Sinon, on n'a pas de raison de rester ensemble, de se faire des dons mutuels, il ne faut pas oublier, c'est très fragile ça. Or, il fut un temps où c'était le christianisme, c'est-à-dire le fait qu'on avait la même foi. C'est assez beau, je trouve, un peu dangereux, parce que les gens qui n'ont pas la même foi, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. Du reste, ils passaient un mauvais quart d'heure. Mais supposons qu'une collectivité, les Mormons, quelque chose un peu solide, ait le christianisme comme loi fédérative d'une collectivité, comme les Mormons. Mais je ne sais pas s'ils ont oui, peut-être ils ont l'Évangile. Or, dans l'Évangile, il est marqué que si on me donne une baffe, je donne l'autre joue. Bon, alors on met ça comme loi collective. Il n'y a plus besoin de tribunaux. Vous allez vous plaindre quand vous a volé, dire est-ce que vous n'avez pas oublié de donner autre chose? Comme le curé là dans Les Misérables de Victor Hugo, le voleur lui avait volé je ne sais pas quoi, puis il a dit mais tu as oublié encore les 2 chandeliers. On trouve ça admirable, il s'appelait Magloire, je crois. Mais ça c'est un trait de génie de Victor Hugo, mais tout le monde trouve ça très beau. Ce vieux curé qui se fait voler par le Jean Valjean, qui est rentré du bagne, il était volé. Et puis il avait pris l'argenterie, je ne sais pas quoi, puis pour éviter, parce qu'il a été pris par des gendarmes qui ont vu avec des chandeliers ou je ne sais pas quoi, il a dit dis donc, on va te ramener sur le lieu de ton délit, et il lui a donné les 2 autres chandeliers. Très beau ça. Vous imaginez une collectivité qui fonctionne là-dessus? On vous a volé 100 francs, vous n'avez pas oublié de donner les 200 francs, parce que vous donnez le double. C'est marqué dans l'Évangile. C'est impraticable. Mais personne ne ferait cette imbécilité-là. Je ne peux pas imposer une collectivité, même si elle est chrétienne. Si tout le monde dit, même dans les couvents, figurez-vous, je sais de quoi je parle. Individuellement, on était invité quand même à être très détaché des biens de ce monde, mais pas la collectivité. Même les chartreux, qui sont la quintessence de la vie communautaire et monastique, comme ça. Il y avait une chartreuse en Italie qui se faisait voler la nuit. Les braves moines qui dormaient de l'âme en paix, il n'y a rien de tel qu'un couvent pour dormir sur ses 2 oreilles, parce qu'on est en paix avec le Seigneur et le monde. Ils ont été volés par toute une série, ils ont fini par faire la garde avec des fusils. Ils étaient cachés dans les différents endroits pour essayer de viser avec du gros sel, bien sûr, mais ça fait quand même mal aux fesses. Ils n'auraient peut-être pas tué, mais quand même, ils voulaient se défendre. Alors on pourrait dire, vous êtes en contradiction avec vous-même. Il est dit dans l'Évangile, si on vous vole le manteau, vous devez donner la chemise. Alors qu'est-ce que vous attendez? Évidemment pas. C'est la collectivité à ce moment-là. C'est tout autre chose. C'est pas mon bien, c'est le bien de la collectivité. Je ne peux pas imposer la collectivité. Ça joue sur 2 niveaux totalement différents. Je dois m'excuser parce qu'il y a une idée qui vient de traverser la tête et puis que j'ai évidemment oublié tout de suite, mais peut-être que je la rajouterai la prochaine fois parce qu'elle me paraissait importante. Et puis il suffit tout à coup qu'elle me traverse l'esprit pendant que je parle et puis je la laisse filer. Vedremo, mais j'aimerais quand même la rapercher parce qu'elle est exactement dans le droit fil de ce que je suis en train de vous démontrer à propos justement de ces 2 niveaux, de ce clivage entre les exigences individuelles et les exigences collectives, et on change sans arrêt de niveau, on introjecte sur la collectivité ce qui est une exigence individuelle. C'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'on fait les pires bagarres et les pires tiraillements dans une collectivité. On finira par se taper dessus à cause de ça.
parce qu'on confond les deux niveaux. Je n'ai pas pu rattraper mon idée, mais enfin, on a toutes les vacances pour la mettre d'actualité. D'autant plus que je vous avais dit que cette cassette, elle reviendrait de temps en temps au programme, parce que ça n'en finit pas de parler de la pensée collective.